En fait, il faut le challenger, l'IA. Si on lui pose une question basique, il répondra avec une réponse basique. Je me suis créé à l'intérieur de ChatGPT des mini GPT, en fait, ça s'appelle comme ça. Et j'en ai créé un pour chacun de mes clients. C'est vraiment un assistant en fait de création, de production, d'écriture. Enfin, c'est dingue parce que là, quand j'en parle, je me rends compte que j'en dirais que je parle d'une personne, quoi. Elle, c'est Inès Tapia. Elle est social media manager et monteuse vidéo. Et moi, je suis Lise Barcellini, journaliste passionnée de rencontres et d'innovation. Vous écoutez, il y a encore du taf. Bonjour Inès. Bonjour Lise. Ravie d'être avec vous pour ce nouvel épisode. On est samedi, il est quasiment 11h. Depuis le réveil, est-ce que vous avez utilisé l'IA, que ce soit dans la sphère pro, perso? Et si oui, pourquoi faire? Oui, j'ai utilisé l'IA ce matin. Alors c'est pour la sphère perso. En fait, je suis en train de me réorganiser là complètement sur mes plannings et tout, puisque je suis maintenant 100% freelance. Et donc du coup, j'ai demandé à l'IA de me créer des blocs pour m'organiser dans mon agenda. En fait, créer des thèmes, par exemple administration, montage, tournage, rendez-vous, etc. Et de définir un peu dans les blocs tout ce que je peux faire dans mon quotidien en tant que monteuse et social media manager. Quel outil IA vous avez choisi pour faire ça? ChatGPT. Et avant l'existence de ChatGPT grand public, comment vous auriez fait? Je me serais peut-être posée, j'aurais pris plus de temps en tout cas, c'est sûr. Et j'aurais décortiqué toutes mes missions, j'aurais créé mes blocs, effectivement moi-même. Mais là, ça m'a pris 30 secondes quoi, à faire. Et c'était réussi du premier coup? Du premier coup, oui. Ok, c'est bien, c'est bon à savoir. Ça peut inspirer certaines auditrices ou auditeurs. Donc vous, pour resituer, vous êtes jeune. Vous avez 27 ans, vous êtes entré dans la vie professionnelle il y a 6 ans. Et dans votre secteur, donc la production de contenu, les stratégies de marque, d'influence, tout sur le digital, ça a changé énormément depuis 2019 et notamment avec l'arrivée de l'IA. Qu'est-ce que vous avez vu comme évolution ? En 6 ans, je trouve que le métier, il est plus le même. Pas de manière péjorative ou négative, pas du tout. En fait, l'IA aujourd'hui, c'est notre compagnon au quotidien. Quand je faisais des publications à l'époque, je prenais beaucoup plus de temps à me dire ok, comment je vais mettre en avant la marque. Je prenais aussi le temps de réfléchir un petit peu à toute la stratégie et je me passais un temps infini à faire de la veille et du coup je perdais beaucoup de temps aussi en fait. Maintenant qu'il y a l'IA, je me rends compte que je perdais du temps. L'IA aujourd'hui, je l'utilise vraiment pour qu'elle aille fouiller ce que les concurrents font, les tendances actuelles et après moi je pose les idées. Je suis pas dans un mode aujourd'hui où l'IA elle fait 90% de mon travail. Le but c'est qu'elle m'aide à écrire les publications, qu'elle m'aide à formuler aussi différemment parce que quand on s'adresse, par exemple là pour le coup avec l'Express Franchise, avec le groupe avec lequel je travaille en tant que social media manager, on parle à 2 types de cibles. On parle à des futurs entrepreneurs, mais aussi à des têtes de réseau, des franchiseurs, et on parle pas de la même façon à un directeur d'un grand groupe et à un entrepreneur. Alors Inès, vous avez dit déjà beaucoup de choses. On va décortiquer tout ça. Dans votre job de freelance social media manager pour le groupe l'Express Franchise, quels sont les cas concrets d'utilisation des outils IA ? Typiquement, quand on va faire notre calendrier éditorial. Un calendrier éditorial, c'est toutes les publications qui vont se passer dans le mois. Par exemple, là, le mois de novembre, je sais exactement toutes les publications du 1er au 30 novembre. C'est quoi une publication, pour ceux qui connaissent pas ? Une publication, c'est par exemple une image, un texte qu'on peut retrouver sur n'importe quel réseau social, que ça soit Facebook, LinkedIn, Instagram. Donc, ça peut être aussi une story. Les stories, c'est des contenus éphémères qui durent 24 heures. Et pour que moi je puisse aussi savoir les sujets, je travaille avec le pôle rédaction du coup de l'Express Franchise, enfin l'Express Connect plus exactement. Et par exemple, eux, ils vont me donner des sujets à mettre en avant, des articles à mettre en avant. Et le calendrier éditorial, c'est vraiment de planifier sur un mois entier toutes les publications qui vont sortir avec les événements, les articles, les sujets à mettre en avant. L'IA, aujourd'hui, elle m'aide à poster au bon moment. Dire, là, vous avez un événement le 15, la publication, vous allez peut-être pas mettre le 15, mais quelques jours avant. Elle m'aide vraiment dans la stratégie et surtout, elle va aller voir tout ce qui se passe dans le monde au niveau digital pour se dire, là, dans cette tendance, par exemple, je vais vous donner un exemple très concret.
il y a une tendance où on parle beaucoup des backstage dans les entreprises, montrer ce qui se passe réellement au cœur de l'entreprise. Ça c'est quelque chose, c'est une tendance là à l'automne 2025. Donc du coup moi pour novembre, je me suis dit je vais aller filmer mes collègues vraiment dans les bureaux, montrer l'intérieur de l'Express, etc. Ça m'aide vraiment ça me mâche énormément le travail de veille. Et ça, c'est la veille faite par un outil IA qui vous a montré qu'il y avait cette tendance de backstage, de coulisses. Du coup, ça vous a donné idée de produire ce contenu-là. C'est ça. Et par exemple, je l'utilise aussi pour les descriptions des publications, par exemple sur Instagram, ou alors les contenus LinkedIn. Je n'écris plus, moi, une publication de A à Z. Je donne mes idées, je vais reformuler, je vais diriger l'IA. En fait, il faut savoir aussi lui parler. En fait, c'est pas simplement, je vais pas écrire demain, fais-moi une publication sur telle franchise. Le but, c'est vraiment de l'aider, de lui définir la cible, de lui donner aussi une façon de parler, une façon d'écrire. Je vais lui dire, utilise le ton de l'Express, utilise un ton professionnel. Il faut que, là, tu utilises des termes un peu techniques parce qu'on s'adresse à des gens qui sont techniques, donc c'est important aussi. Mais avant, c'est vous qui écriviez ces textes pour ces descriptions sur les réseaux sociaux ? Il y a 6 ans, oui. Et ça vous plaisait ? Ça me plaisait beaucoup de d'écrire, mais aujourd'hui, on se rend compte que ça peut être fait en une fraction de seconde. Donc en fait, ça nous permet de créer beaucoup plus de contenu. Et je pense qu'il y a 6 ans, les réseaux sociaux, il y avait beaucoup plus de qualité dans les contenus puisque c'était écrit par de l'humain. Là, je trouve qu'on est beaucoup plus dans la quantité. On a besoin de produire énormément. Et sans l'IA, il faudrait peut-être 3 ou 4 personnes comme moi. Les lecteurs sur les réseaux sociaux, ils voient la différence, à votre avis ? Quand on maîtrise bien l'IA, on voit pas la différence puisque on arrive à lui donner un ton qui n'est pas IA, à enlever. L'IA met beaucoup d'emojis, par exemple, des petites images, des petits émoticônes. Elle met énormément ça, donc ça, on l'enlève. Elle utilise aussi des termes, des fois, qui sont pas très français ou qu'on n'utilise pas quand on parle dans la vie de tous les jours. Donc, à nous de corriger, en fait, lui dire, ah non, ça, il faut que tu changes ce mot ou reformule cette phrase. Donc, il y a quand même un travail. On la modèle un peu à notre façon de parler. Si demain je crée juste une publication en disant « parle-moi de cette franchise » et que je copie-colle, là oui, ça va se voir. Les gens qui vont lire sur LinkedIn notre publication vont se rendre compte que c'est de l'IA. On se rend compte qu'il y a beaucoup de publications comme ça parce que l'IA aujourd'hui, il faut savoir lui parler pour qu'elle l'écrive un peu à notre façon. Tout le monde fait ça ou c'est une spécificité dans votre groupe ? Maintenant, les contenus qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est produit majoritairement par de l'IA ? Oui. Et là, là, on parle de contenu écrit, mais les contenus visuels commencent à être faits par IA. Et d'ailleurs, on voit de plus en plus de contenu IA avec la petite mention « ce contenu a été produit avec de l'IA ». Donc oui, maintenant, c'est monnaie courante. Il y a très peu de personnes qui n'utilisent pas l'IA. Aujourd'hui, je pense que dans l'entreprise avec laquelle je travaille, les seuls qui travaillent pas avec l'IA, c'est peut-être le pôle rédaction. Parce que c'est des journalistes et que c'est leur métier d'écrire. Donc, je sais qu'ils ne travaillent pas du tout avec l'IA. Tous les articles qui sont écrits, c'est eux qui les écrivent. Alors que le pôle communication, influence, stratégie de marque fait une grande part à l'IA. On parle de l'IA de façon générique depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des outils particuliers qui vous aident ? Donc, si on reste sur la production de contenu écrit ou de contenu image ou vidéo ? Nous, on utilise ChatGPT et moi, j'utilise aussi beaucoup Claude. L'IA je trouve que pour l'écriture, elle est beaucoup plus performante. Elle a un ton un peu plus humain que ChatGPT. Mais après, on n'utilise pas forcément d'autres outils. Ah si, on utilise des outils qui nous permettent, quand on a des podcasts qui sont très très longs, de couper en fait des moments de podcast, d'arriver à choper un moment dans le podcast où là il y a une phrase pertinente, là il y a quelque chose qui peut ressortir et qui peut donner envie d'aller écouter le podcast par exemple. Donc c'est des outils, par exemple il y en a un outil qui s'appelle Opus qui le fait très bien. On lui donne le fichier et lui il arrive à séquencer et à trouver les moments qui sont hyper pertinents. Ça peut être plus d'1 heure de fichier par exemple. Ah oui. Donc vous avez plus besoin d'écouter le fichier pour trouver la phrase qui peut faire le buzz. Plus du tout. Vous avez été formé à utiliser l'IA ? Non, pas du tout. Je me suis formée moi en autodidacte, mais quand je suis arrivée dans cette entreprise ou même les entreprises précédentes, il y a personne qui est venu dans l'entreprise pour faire une formation sur l'IA. Et je pense que ça va pas tarder. Je pense que on va avoir de plus en plus de personnes, peut-être des consultants ou des entreprises, des écoles, qui vont vouloir former à l'IA parce que l'IA, au final, quand on l'utilise de la bonne façon, elle peut vraiment aider et être un vrai compagnon, comme je le disais au début. Par contre, moi, je me rends compte que j'ai certaines personnes autour de moi qui font le même métier que moi, qui n'ont peut-être pas les mêmes compétences que moi avec l'IA et ont un peu plus de mal. Les tournures de phrases, etc., on sent que c'est de l'IA et que ça fait moins humain.
Ou il y a des gens qui sont plus réfractaires aussi? Oui, aussi. Il y a peut-être des personnes qui veulent toujours écrire leur contenu et ça se comprend. Donc en 2019, vous avez fait des études de quoi? Quand vous rentrez sur le marché du travail, c'est quoi votre étiquette? Alors moi, j'ai pas fait d'études. J'ai fait aucune étude. J'ai même pas de bac. J'ai tout appris en autodidacte. En fait, pour des problèmes de santé, j'ai pas fini mes études au lycée. Et du coup, j'ai tout appris par moi-même. En fait, mes professeurs, c'est YouTube et Google. Donc voilà, j'ai tout appris par moi-même et j'ai fait une formation pro, mais qui était très très courte, de community management. Donc j'apprenais les bases dans la communication. Donc j'ai appris un peu tous les b.a.-ba en fait du communicant sur Internet. Mais après, j'ai tout appris toute seule. Donc c'est de la formation continue, oui. Justement, le jour de l'autodidacte. Vous parlez justement tout à l'heure de comment on parle à l'IA. Comment vous lui parlez? Déjà, est-ce que vous lui parlez en vocal ou par écrit? Je fais les deux. Alors, le seul point négatif, je trouve, avec ChatGPT, c'est que quand on lui parle à l'écrit, quand on lui parle à l'oral, pardon, je trouve que le rendu n'est pas le même. Parce que là, on se rend compte qu'on a l'impression de parler à une personne. Donc même dans sa façon de nous parler, il adopte un ton un peu plus humain que quand on lui parle à l'écrit. Il va moins rentrer dans les détails. Donc quand je dois lui demander une petite info, c'est souvent pour du perso, quand je lui parle à l'oral. Par contre, pour du pro, je fais tout à l'écrit. Et je me suis créé à l'intérieur de ChatGPT des mini GPT, en fait, ça s'appelle comme ça. Et j'en ai créé un pour chacun de mes clients. Donc là, par exemple, pour l'Express, j'ai un GPT, l'Express, et je lui ai donné toutes les informations dont il avait besoin. Ce qu'on appelle le contexte. C'est ça. Je lui ai donné tout le contexte. Quelle cible, comment il fallait parler, quel ton il fallait utiliser, les mots qu'il fallait bannir, les formulations aussi de phrases qu'il fallait bannir. Et en fait, maintenant, quand je lui parle et que je lui demande quelque chose, il le formule. Comment ça s'appelle déjà de créer ça? Ça s'appelle des GPT. Des GPT. Et comment on fait alors? Alors là, on se rend directement sur ChatGPT et en fait, il y en a déjà qui existent. Par exemple, il y a des personnes qui ont créé et qui mettent ça sur un marché, c'est gratuit, sur le marché du ChatGPT. C'est une marketplace et par exemple, si on veut avoir un GPT qui est spécialisé dans la rédaction d'articles, on en a un déjà fait. Par contre, nous, on peut en faire un. Il me semble que quand on est sur la marketplace, c'est en haut à droite, il y a un petit plus. Donc voilà, avec le petit plus en haut, je clique dessus, ça m'ouvre une fenêtre et ça me demande le nom de mon GPT, comment je veux l'appeler, et ça me demande une petite description très brève. Ensuite, une fois que je continue, là, ça me demande de lui donner plus de détails et effectivement, il y a ce petit encadré où on peut lui parler, en fait, pour que lui, il puisse bien comprendre notre demande et bien comprendre ce qu'on veut faire, en fait, avec ce petit GPT. Et ça veut dire que si un jour vous avez besoin de parler à ce GPT, et peut-être que vous lui parlez pas pendant une semaine et vous retournez vers lui, il a déjà tout le contexte, l'historique des besoins, etc. Et vous pouvez repartir avec cette personne, pas cette personne justement, je fais un lapsus révélateur, avec ce GPT, ce compagnon virtuel qui vous aide dans vos tâches professionnelles. Il emmagasine tout et même parfois, quand je lui donne une information, il y a un petit message qui apparaît et ça écrit sauvegarde en cours. Et en fait, là, on se rend compte qu'il est en train de sauvegarder l'information et qu'il va retenir pour les années à venir, en fait. On parle même pas en semaines, mais pour les années à venir de cette information. Et si cette information, moi, dans un mois, elle est plus valable, je vais lui dire, il y a un mois, je t'ai dit ça, par contre, il faut que tu oublies ça et que maintenant, tu le remplaces par ça. Et en fait, c'est vraiment de l'entraînement. En fait, on l'entraîne jusqu'à ce qu'il devienne le compagnon parfait pour créer du contenu. Comme un collaborateur, comme un associé. Comment vous le considérez? Je le considère vraiment comme un assistant. C'est vraiment un assistant en fait de création, de production, d'écriture, même de brainstorming en fait, de trouver des idées avec lui. C'est dingue parce que là, quand j'en parle, je me rends compte que j'en dirais je parle d'une personne, quoi. Mais non, c'est. Et moi, j'ai fait le lapsus il y a quelques instants. C'est dire, il y a d'autres GPT que vous utilisez? J'en utilise un pour moi personnellement parce que j'ai des petits problèmes d'organisation. Du coup, j'essaye de mieux m'organiser et du coup, je lui donne pas mal d'infos. Et en fait, il arrive du coup à pas me programmer mes journées, mais m'aider à trouver les meilleurs moments dans ma journée pour faire telle tâche, etc. Donc oui, j'en utilise. Et à chaque nouveau client, souvent j'en crée un pour qu'il emmagasine les informations et que moi je puisse en 2-3 phrases trouver ce dont j'ai besoin. C'était il y a combien de temps que vous avez commencé à utiliser ChatGPT? De cette façon-là, je pense que c'est depuis cet été. Donc tout a changé là en quelques mois, vraiment votre façon de travailler. Du coup, comment vous appréhendez votre travail? Je pense que les écoles de communication, les écoles de marketing, elles ont déjà intégré l'IA. Et elles vont expliquer aux élèves et aux du coup futurs communicants comment l'utiliser.
Et je vois pas ça d'une manière négative. Au contraire, je pense que ça va nous permettre de faire beaucoup plus et d'être beaucoup plus technique aussi. Par exemple, une nouvelle personne, je donne un exemple. Là, moi, c'est avec de la franchise. Je travaille dans un milieu de franchise. Je connaissais pas la franchise au début. Et du coup, grâce à l'IA, j'ai pu avoir des compétences et comprendre le système de la franchise, comprendre ce milieu-là en très peu de mois. Alors que je pense que sans l'IA, il faudrait peut-être que l'entreprise, elle forme les personnes. Du coup, il y a des gens qui ne sont pas compétents spécifiquement, qui peuvent devenir compétents grâce à l'IA parce qu'ils acquièrent cette compétence avec l'IA. Oui, parce que en plus de ça, alors là c'est spécifique à ChatGPT, on peut lui demander de faire des recherches un peu plus profondes. Et moi, c'est ce que j'ai fait quand je suis arrivée au sein de l'Express. Je lui ai vraiment dit, décortique-moi vraiment la franchise. Moi, je veux comprendre. Et en fait, il faut le challenger l'IA. Enfin, si on lui pose une question basique, il répondra avec une réponse basique. Donc moi, souvent, quand j'ai besoin d'être challengé, je lui dis, challenge-moi avec des questions. Et là, il va me poser une quinzaine de questions. Il me dit, prends le temps il le dit, à la fin, il dit, prends le temps d'y répondre. Et grâce à toutes les réponses que tu vas me donner, je vais pouvoir vraiment t'aider et approfondir le sujet avec toi. Donc, c'est grâce à ça, je pense que je suis arrivée fin août chez eux. Là, on est début novembre. Je pense que j'aurais pas eu toutes ces compétences et j'aurais pas cette expertise en franchise sans l'IA, c'est sûr. Du coup, pour revenir au cœur de votre métier de social media manager, est-ce que vous direz que votre façon de faire votre métier est en train de disparaître ? Que l'étiquette social media manager va bientôt plus exister, va être remplacée par autre chose, du pilotage d'IA, de la supervision d'IA ? Je pense pas, parce que il faut quand même avoir quand on est communicant et quand on veut créer une stratégie, la stratégie, l'IA, elle va pas la trouver comme ça, puisque on a quand même les directeurs, ils ont une vision, ils ont une envie de dire, là, on veut mettre telle chose en avant ou autre chose en avant, et ça, l'IA, elle peut pas le savoir. Donc, le métier va pas disparaître, par contre, il va évoluer avec l'IA. Je pense que quand on aura des problèmes pour simplifier des choses, pour que ça soit moins technique, parce qu'on s'adresse à une cible moins technique, je pense que l'IA sera là, mais par contre, elle remplacera pas le métier, et je pense qu'on aura peut-être quelqu'un en interne qui nous apprendra à utiliser l'IA pour que dans nos métiers, elle soit vraiment utile et qu'elle soit un vrai assistant. Ça fera pas disparaître des métiers. Je pense que ça les fera évoluer. Parce que c'est pas le cas pour l'instant. Chacun, les social media managers, vous êtes plusieurs. Oui. Chacun, vous travaillez avec votre façon de faire avec l'IA. Il n'y a pas quelqu'un qui chapeaute un peu la stratégie IA ? Non, personne ne chapeaute la stratégie IA pour l'instant. Mais ça, je pense que ça va créer des métiers. L'IA crée des métiers, ça c'est certain. Mais je pense que demain... Mais l'IA va aussi faire disparaître des métiers, à votre avis ? Oui, il y a certains métiers qui vont disparaître. Par exemple, il y a des métiers, je pense, peut-être d'analyse de trafic, etc. sur les réseaux. Donc, l'analyse de trafic, c'est voir combien de personnes ont vu la publication, ont interagi avec la publication. Je pense que ces personnes-là, elles auront peut-être plus leur place parce que l'IA va le faire tout seul et ça existe déjà un petit peu. Mais du coup, moi, je dis pas que ça disparaît, mais ça transforme le métier. Ça le fait évoluer, en tout cas. Vous vous êtes dit, dans ces quelques mois où vous avez commencé à utiliser l'IA de façon intensive, vous vous êtes dit quoi ? Je pense que je me suis dit, chic, ça me fait gagner du temps. Ça me fait vraiment gagner du temps. Et je vais plus avoir de boulot dans 6 mois ou 1 an parce qu'elle va me remplacer. Mais dans 5 ans ? Je pense pas non plus. Je suis peut-être trop optimiste, mais je pense pas parce que l'IA, elle réfléchira jamais comme un humain. Elle fera jamais tous les liens comme un humain. Aujourd'hui, quand je travaille au sein de l'Express, l'IA, elle sait pas tout ce que j'ai vécu et tout ce que j'ai appris dans d'autres entreprises, par exemple. Elle a pas toutes ces méthodes de travail, ces façons de faire, elle l'aura jamais. Même si je lui dis j'ai fait ça, elle l'aura jamais. Déjà d'émotion aussi. Dans la communication, on travaille énormément avec l'émotion. Comment on veut faire passer tel message ? Est-ce qu'on fait passer un petit peu d'émotion qui fait un peu peur ou des choses qui intriguent ou quelque chose de percutant ? Ça, l'IA, elle a pas d'émotion, donc elle peut pas faire passer ce message-là. Moi, je le vois, des fois, j'essaie de la tester un peu. Les messages, c'est bateau, quoi. Il y a pas d'émotion, il y a rien derrière. Une vidéo, il y a de l'émotion derrière. Donc, une IA, même si je vois qu'il y a des films maintenant faits à l'IA, c'est pas pareil. Donc, je pense pas. Je pense pas que dans 5 ans, le métier n'existera plus parce qu'on aura toujours besoin de l'humain et de l'émotion que l'humain a et notre façon de relier tout ce qu'on a vécu pour mettre ça dans un projet. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'on a parlé de tous les cas concrets dans lesquels vous utilisez l'IA pour Social Media Manager ou il y en a encore d'autres ? Franchement, là, on a tout. Alors, à côté de ça, vous êtes aussi monteuse vidéo. Oui. Est-ce que vous utilisez l'IA en tant que monteuse vidéo ? Oui, aussi.
Oui, et ça, pareil, c'est le même effet. Chic, ça me fait gagner du temps. Pas, ça va me remplacer. Exemple tout bête, j'ai un rush, donc un rush vidéo. Donc le client m'envoie une vidéo brute, il l'a filmée, il a pas fait de coupe, il a pas enlevé ses ses blancs. Bah je mets ça dans mon logiciel. J'ai une IA qui passe et qui m'enlève tous les blancs. Elle me supprime tous les blancs automatiquement. Et c'est marrant parce que cette IA, elle nous dit, je viens de vous faire gagner tant de minutes. Et là, par exemple, ça fait depuis le début de l'année et j'ai gagné 1000 heures. Depuis le 1er janvier ou depuis le 1er septembre? Depuis le 1er janvier. J'ai gagné 1000 heures. C'est énorme. C'est quoi comme logiciel? Ça s'appelle AutoCut. Donc voilà, ça cut automatiquement, ça coupe en fait automatiquement les blancs et les E. Aujourd'hui, ce logiciel-là, et c'est dingue parce que ça évolue à une vitesse phénoménale. Par exemple, si on a un podcast avec plusieurs caméras, il va capter quel micro, quelle personne parle, et il va lui switcher entre les, si c'est vous Lise qui parlez ou moi, et en fait il va montrer la personne qui parle grâce au micro et grâce à l'IA. Donc ça me fait gagner un temps phénoménal sur le montage. Et après moi je finalise. On va dire que toute la partie, ce qu'on appelle la partie dérush, donc une partie qui était très 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 longue, et en fait cette partie-là elle est optimisée. Et du coup ça permet aussi aux clients de payer un peu moins cher aussi la prestation vidéo. Donc l'IA au final elle facilite un peu la vie pour tout le monde, hein. Tant pour le client qui va avoir un rendu cool, mais que sa vidéo il l'aura beaucoup plus rapidement que si c'était moi qui avais fait tout le dérush. Mais bientôt le client il peut le faire tout seul, il aura plus besoin de vous. Au final j'en reviens toujours à la même chose. Les clients avec qui je travaille, ils travaillent avec moi parce que ils aiment la patte que j'apporte à leurs vidéos, la patte graphique, l'intensité que je mets dans les vidéos, l'émotion, les musiques que je choisis. L'IA elle l'aura pas. Elle aura toujours pas ce côté émotion et ce côté affect aussi avec qui on travaille. Le client, quand il vient me voir, c'est parce qu'il est surchargé et qu'il sait qu'il peut le faire avec l'IA, mais ça demande aussi du temps. Il faut au final exporter les vidéos, importer les rushs, etc. Enfin, ça demande beaucoup de temps. Et ça, dans tous les cas, les clients, ils auront toujours pas le temps pour faire ça, même avec de l'IA. On a parlé beaucoup d'émotions dans cette conversation. On n'a pas encore parlé de création, de créativité. Quel est votre rapport à ça en utilisant l'IA ou sans l'utiliser? Je me suis rendu compte de ça il y a quelques semaines, puisque je me rends compte que là, j'ai de plus en plus de clients et que j'ai besoin aussi de leur apporter un peu de nouveauté. Et pendant un long moment, j'utilisais l'IA pour m'aider à créer des moodboards. Alors les moodboards, c'est des planches où on va trouver plein des films, des photos, des tableaux, etc. pour se dire ok, on crée un univers. Voilà, un moodboard c'est pour créer un univers et on l'apporte au client. Le client valide ou pas, fait des modifications. Moi j'utilisais l'IA pour ça. Et en fait je me suis rendu compte que c'était assez triste en fait d'utiliser ça puisque au final c'est plus moi qui fais cette créativité-là et qui va chercher en fait à créer ces moodboards. Et petit à petit, je me suis rendu compte aussi que ça crée un peu de la fainéantise parce que on se dit l'IA là, si je lui demande de me créer un moodboard, il va le faire, ça va être fait en 30 secondes. Et en fait moi ça a commencé à me manquer cette touche, cette partie créative, ça me manquait réellement dans mon travail. Et aujourd'hui, je prends mes plaisirs à passer des heures sur Pinterest. Pinterest, c'est un réseau social qui regroupe plein d'images et plein d'inspirations, etc. Et là, je passe des heures dessus. Mais en fait, je le vois pas comme du temps perdu. Je le vois vraiment comme, ok, là, c'est mon temps de création. C'est hyper intéressant là parce que vous venez de parler de plaisir. Oui. Et du coup, quand on travaille avec l'IA, peut-être qu'on est plus productif, Ça nous fait gagner du temps sur des tâches qui étaient répétitives, pas très intéressantes. Mais quand il y a une notion de plaisir dans ce qu'on fait, ça pose la question. Ah oui, mais en fait, l'IA, je pense que dans tous les cas, c'est un très bon assistant. Ça fait gagner du temps, mais ça enlève quelque chose quand même au métier de le plaisir. Par exemple, pour le métier de social media manager, le plaisir d'écrire. Parfois, il m'arrive de me dire, j'ai envie de m'écrire 2-3 posts quand même parce que ça me manque. Le montage, de dire, là, je vais prendre le temps de faire ces cuts parce que ça me fait plaisir de le faire. Du coup, je pense que dans des moments où on est dans des rushs et qu'on a besoin d'aller plus vite, c'est bien, c'est là, on le sait et c'est efficace. Par contre, dans des moments où on a besoin de ralentir un peu, de prendre du temps et c'est bête, je fais un parallèle un peu à du perso, mais prendre le temps de s'ennuyer aussi. On prend plus le temps de s'ennuyer parce qu'on a toujours nos téléphones, on a toujours quelque chose pour nous occuper. Pareil, c'est prendre le temps aussi de
ralentir un peu la machine, se remettre un peu à jour, retrouver un peu de créativité, essayer de voir autre chose et pas toujours tout faire avec l'IA, parce que l'IA au final elle a sa façon de fonctionner et c'est comme ça, on aura beau lui injecter tout ce qu'on veut lui injecter, elle aura jamais ce truc de dire je vais prendre un moment, Inès s'il vous plaît, attendez, je vais prendre un moment, je vais ralentir un peu, elle fera jamais ça l'IA. Donc c'est vraiment le plaisir de retrouver un peu de calme. Et comment on fait pour continuer à progresser dans la créativité, dans la rédaction, dans ces tâches dont on vient de parler, si on les fait de moins en moins? Ça, c'est une vraie question. Et je pense que il faut se forcer à dire j'utilise l'IA pour certains cas, mais je pense qu'il faut continuer à se former et à prendre le temps de se former avec il y a plein d'écoles, il y a plein de formations qui existent, parce que au final, si on passe tout par l'IA, au final, on saura tous faire la même chose. Et du coup, ça sera très impersonnel en fait. Donc voilà, je pense qu'il faut il faut prendre le temps de se former. Merci pour cette conversation. On arrive à la fin de cet échange. J'aimerais vous poser une dernière question, Inès. Vous utilisez beaucoup l'IA dans vos tâches quotidiennes, professionnelles. Mais est-ce qu'il y aurait un outil IA qui n'existe pas encore et dont vous auriez besoin? C'est une très belle question. Je pense, peut-être que ça existe, mais en tout cas, je suis pas au courant si ça existe, mais une IA qui me dit pour mes repas. Elle vous dit quoi? Elle scanne mon frigo et elle se dit, ok, là il manque tel truc pour faire tel repas, tel plat. Peut-être que ça existe. Hein. Ce qui existe, c'est vous scannez votre frigo et il vous dit quelle recette vous pouvez faire avec ce que vous avez dans votre placard ou votre frigo. Mais il va pas rajouter ce qui manque. Peut-être. Il faut chercher. Peut-être. Parce qu'au final, dans mon métier, je trouve qu'il y a beaucoup trop d'IA. Donc, des fois même, je découvre, Mais dans ma vie perso, ça serait ça. Moi, ça me déchargerait, je crois, mentalement. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Inès Tapia, d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu autant qu'à moi, qu'il vous inspire, vous fait réagir, vous fait réfléchir aussi. Si c'est le cas, je vous invite à partager l'épisode avec vos proches, vos collègues, à vous abonner et à me laisser 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode et d'ici là, souvenez-vous, il y a encore du taf.